Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Histoire de passer le temps. Nous sommes le vendredi 29 janvier et nous sommes ensemble pour une heure de chronique sur l'histoire. Aujourd'hui, 3 chroniqueuses et chroniqueurs. On commencera avec Julien Lehoux, qui est avec nous pour l'instant en studio, qui nous parlera du lutteur japonais Antonio Inoki. Bonjour Elliot. Bonjour Julien, content de t'avoir parmi nous pour une chronique. Très content d'être ici avec vous aussi. Ensuite ce sera Chloé Pointras-Raymond qui nous parlera des bordels militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément la Libération. Et enfin on terminera avec Rosalie Racine qui nous parlera de l'insurrection de Varsovie. Toute cette émission sera mise en onde par Charles Bénard aujourd'hui à la console. Bonjour Charles. Bonjour Elliot. Comment ça va ? Ça va bien, ouais. On va comme on peut. Hein. Et donc, on va commencer sans plus tarder avec Julien Lehoux. Julien, qui est Antonio Inoki ? En fait, Antonio Inoki, comme tu l'as mentionné, est probablement le lutteur le plus populaire de tout le Japon. C'est un héros national, c'est une icône populaire, c'est un politicien controversé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de approximativement recréer le parcours de sa vie, de ses carrières de lutteur en tant que politicien. Donc Antonio Inoki, de son nom de naissance Kenji Inoki, est né le 20 février 1943 et a grandi au Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Son père va décéder lorsqu'il a 5 ans et devant la précarité financière, sa famille va décider d'immigrer au Brésil en 1957. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a une grande communauté japonaise au Brésil dans l'après-guerre, enfin assez importante quand même. Oui, assez importante. Puis ses parents, justement, sa mère, sa famille, disons, faisaient partie de ces premières vagues d'immigration au Brésil. Mais Inoki va pas rester là très très longtemps. En fait, on va retourner un peu en arrière. Au Brésil, Inoki va se développer comme un athlète. Il va faire plusieurs sports. Il va remporter beaucoup de compétitions. Mais au même moment, la lutte professionnelle fait son entrée au Japon. L'occupation américaine favorise en effet le marché. Il y a différentes compagnies qui vont organiser des tournées pour les troupes. Cependant, les Japonais vont devenir aussi rapidement un public important. Et de fait, en 1953, au départ des Américains, je mets des guillemets, mais le père de la fédération japonaise, Rikidozan, va fonder la Japan Pro Wrestling Alliance ou la JWA. Et comme je mentionnais, Inoki va pas rester très longtemps au Brésil. En 1960, quand Rikidozan va visiter le Brésil, il va trouver Inoki dans une compétition de sport et il va le ramener au Japon. Inoki va alors commencer son apprentissage. Selon certaines sources que j'ai recueillies, en fait, selon certaines bases de données, Inoki aurait commencé à lutter ses premiers matchs en 1962. Mais le succès ne sera pas tout de suite au rendez-vous. C'est seulement en 1964, c'est difficile de parler avec un masque, lorsqu'il fera son excursion aux États-Unis, qu'il va se perfectionner en tant qu'athlète. À cette époque, il a quoi ? Il a la vingtaine. Hein? 64, il est né en 43. En 43, donc il devrait avoir 21 ans. Je suis vraiment pas bon en mathématiques, donc 21 ans. Donc en 1964, oui, il va lutter aux États-Unis pour la National Wrestling Alliance et c'est enorgueilli par cette expérience qu'il va retourner au Japon en 67 et qu'il va retourner encore une fois avec la JWA pour une dernière tournée jusqu'en 71. Mais en 71, Inoki va tenter de renverser les dirigeants de la fédération et se l'approprier pour lui-même. Et pour son petit coup d'état, il va être promptement renvoyé de la compagnie. Mais c'est à ce moment-là que sa notoriété va réellement exploser et sa carrière de lutteur va décoller pour de vrai. En 1972, il va fonder la New Japan Pro Wrestling, qui va rapidement devenir l'une des plus grosses fédérations de lutte au Japon et qui existe d'ailleurs encore une fois aujourd'hui et qui est la fédération la plus importante au Japon. Son premier combat s'est fait contre Karl Gotch, qui est considéré carrément comme le dieu de la lutte japonaise, étant donné que c'était un des pionniers de la lutte, c'est vraiment les premiers qui ont amené la lutte professionnelle au Japon. Et comme j'ai mentionné dans ma première chronique sur la lutte, le 31 janvier 2020, la plupart des lutteurs professionnels à l'époque ont été formés comme des vrais combattants, comme des vrais lutteurs. Donc Gotch était un lutteur chevronné et son style, qui était axé sur des vraies techniques de combat, va largement impressionner Inoki. Celui-ci va décider ainsi de fonder son propre style, excusez mon anglais, Strong Style. En d'autres mots, comme j'ai mentionné dans mon ancienne chronique, aux États-Unis, les lutteurs vont utiliser différentes supercheries pour donner l'impression qu'ils donnent des vrais coups. Donc, ils vont taper la cuisse ou ils vont taper le ring, par exemple. Mais au Japon, avec Inoki, le Strong Style, les lutteurs vont carrément se donner des vrais coups à leur opposant, de sorte à faire en sorte que le combat soit plus vrai que jamais.
Évidemment, les vrais coups, c'est jamais pour faire en sorte que pour mettre KO leur opponent. C'était toujours un peu fonctionnel à sorte qu'ils puissent recevoir le coup de façon adéquate, mais tout de même. Il y a toujours une forme de chorégraphie en fait, mais ils font vraiment l'impact. Oui, exactement. Donc, par exemple, au lieu de recevoir le coup sur la mâchoire, on va plus viser le coup pour éviter vraiment de maximiser l'impact, disons. Et le style va faire controverse parce qu'il y a plusieurs lutteurs qui vont accuser Inoki d'être trop dur avec eux sur le ring. En effet, ce n'est pas tous les lutteurs qui étaient consentants à se faire frapper pour vrai. Et de même, il y a plusieurs qui vont accuser Inoki de, je mets des guillemets, shooter durant ces matchs. Par précision, shooter dans la lutte professionnelle, ça désigne qu'un match va dérailler et les lutteurs vont se battre pour de vrai, ce qui arrive occasionnellement. Et il était assez habituel qu'Inoki, qui était insatisfait de son partenaire pour une raison quelconque, ou était insatisfait du rythme, de la qualité du match, se mette à shooter en espérant que le match soit meilleur pour le public et le rendrait mieux en tant que performant. On va rapidement s'apercevoir qu'Inoki voulait vraiment prouver que la lutte professionnelle était un vrai sport de combat, comme n'importe quel autre art martial ou comme la boxe était en pleine explosion à ce moment-là. Donc, pour lui, utiliser le strong style permettait de légitimer sa fédération et ses athlètes. Et dans cette quête de rendre la lutte le plus vrai possible, Inoki aura aucune gêne à se frotter contre des vrais combattants, comme je dis, des karatékas, des judokas, des boxeurs, dans des combats qui alternaient le vrai du faux, au point que, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qu'on débat à savoir est-ce qu'ils se sont vraiment donnés pour de vrai. Il y a un match, par exemple, qui s'est donné où est-ce que Inoki combattait un lutteur pakistanais, qui était un combat qui était commencé comme étant préarrangé, mais les deux hommes, visiblement, ne s'entendaient pas, puis étaient en train de se mordre dans le ring, à essayer de s'arracher les yeux, puis à de se battre carrément pour de vrai. Donc c'est un indice que ce match-là n'était pas tant scripté que ça. Ce match-là n'est plus très scripté. Par contre, il y a beaucoup d'autres matchs avec d'autres vrais combattants, disons que oui, ils sont restés beaucoup plus dans le script, mais il y en a certains, comme j'ai dit, qu'on n'est pas sûr, est-ce que c'était encore le script ou est-ce que c'était des vrais matchs? C'est un peu le petit mystère. Et dans cette suite logique, Inoki va organiser son combat le plus ambitieux. C'est la photo de ma publicité avec l'illustre Muhammad Ali en 1976. Bon, là, le combat entre Inoki et Ali est probablement un des combats les plus célèbres. Il a été documenté en long et en large, donc je ne vais pas passer dans tous les détails. Pour faire une longue histoire courte, Inoki et Ali se sont entendus au début pour un match préarrangé où Ali gagnerait après un long combat contre le lutteur. Comme ça, Inoki, oui, perdrait, mais il ressortirait comme quelqu'un de très fort d'avoir tenu tête à Ali. Cependant, quelques jours avant le match, Ali et son camp vont visiter Inoki, qui était dans son dojo, qui était en train de s'entraîner au combat, mais qui s'entraînait pour de vrai. Et Ali était vraiment impressionné par la capacité d'Inoki à s'entraîner. Il s'est mis à douter que peut-être qu'Inoki va essayer de shooter durant le match et de gagner contre Ali pour de vrai. Et quand Ali demande à Inoki, bon, est-ce qu'on se prépare pour le match? Inoki, qui est dans sa tête, tout ce qu'il fait est vrai, sa tête de lutteur, a dit, on se prépare rien, on va se battre pour vrai. Ce qui était un peu une blague, mais pas une blague mal placée. Donc, Ali et son camp ont commencé le match en se disant l'idée que, le combat n'est plus préfixé, le combat va arriver pour de vrai. Et il y aura des règles assez particulières qui ont été imposées pour faire en sorte que le match soit quand même un peu équitable. Donc, par exemple, Inoki n'avait pas le droit de donner des coups de poing. Il n'avait pas le droit d'agripper Ali non plus. Et durant le match, Inoki va passer la grande majorité de son temps sur son dos, à garder à distance Ali avec ses jambes et à lui donner des coups de pied, pour qu'Ali ne puisse pas lui donner des coups de poing. Et pendant 15 rounds environ, le combat va être déclaré à égalité. Et le match va être noté pour deux choses. Premièrement, le public s'imaginait vraiment un choc des titans. Puis il s'est retrouvé avec un match qui est absolument ennuyant à regarder. Je dis, pendant 45 minutes, Inoki était sur son dos à donner des coups de pied dans les airs, pendant qu'Ali n'était pas capable de donner un coup de poing. Par contre, le deuxième point, c'est qu'indirectement, Inoki aurait probablement introduit les combats d'arts martiaux mixtes tels qu'on le connaît au Japon. Malgré tout, la popularité d'Inoki va continuer de monter en flèche et durant de longues années au sein de la New Japan Pro Wrestling, il va rester le lutteur professionnel le plus populaire. Pour mettre en perspective à quel point le public l'adorait, je dois raconter les débuts de son rival, mais de façon plus brièvement, Big Van Vader, en 1987. Attends, il s'appelait Vader?
Ouais, comme Darth Vader. Darth Vader, yeah. Mais, Moi, je root pour lui, man. Vader a un look tellement impressionnant. Il avait une espèce de gros casque en forme d'éléphant. Là. Il était gigantesque. Il s'appelait un samouraï. S'il Parle-moi commence, d'un vrai s'il show, commence là. en 77, c'est l'année de sortie du premier Star Wars. En 87. Ah, ouais. 87, ah, 87. Ah, ben, c'est prémonitoire. on est 10 ans après. Là. Mais Ah non, pardon, je me suis mélangé dans mes choses. Non, mais... à ce moment, et depuis la fondation de la New Japan Pro Wrestling, Inoki est quasiment battu. Et là, pour les personnes qui sont pas familières avec la lutte professionnelle, ça peut sembler un peu évident que quand on parle de lutte, évidemment que le gars sera jamais battu, surtout quand c'est le gars qui a créé la propre compagnie. Mais il faut savoir que la lutte, en tant de forme d'histoire, peut pas avoir des lutteurs qui gagnent tout le temps. Parce que tu vas facilement risquer d'aliéner ton public. Donc, le fait qu'Inoki gagne tout le temps, qu'il soit toujours aussi populaire que jamais, montre à quel point que c'était une vraie star. Mais pour Inoki, dans le fond, Inoki commençait à sentir que sa popularité commençait à affaiblir, et en engageant le lutteur américain Vader, il voulait vraiment donner un coup de sonde dans le milieu. Donc Vader arrive à du Japan Pro Wrestling, va être introduit comme un véritable monstre, et lors de son tout premier combat pour la compagnie, va gagner contre Inoki en moins de 3 minutes. Les gens sont énormément choqués, la foule va véritablement tourner à l'émeute. Et en fait, pour l'anecdote, après le match, Vader a dû carrément quitter l'arène à la hâte parce que ses fans allaient vraiment s'introduire dans le vestiaire pour le lyncher. Et finalement, ça a pris environ 1 heure à la police pour calmer la foule. Et telle est la popularité d'Inoki qui va continuer à se solidifier durant les dernières années de sa carrière où, entre 1994 et 1998, il va vivre son Final Countdown qui va viser à revivre les différents matchs marquants de sa lutte de sa carrière professionnelle. Et c'est finalement, en 1998, après un combat contre le combattant de MMA Don Fry, à 55 ans, après 36 ans dans le ring, Inoki va prendre sa retraite de la lutte professionnelle. Inoki, par contre, ne va pas s'éclipser de la vie publique pour autant. J'avais pas mentionné, mais durant sa carrière de lutteur, Inoki va vraiment beaucoup s'impliquer en politique. Il va fonder, par exemple, en 1989, son propre parti politique, le Parti du sport et de la paix. Est-ce que c'est courant, ça, au Japon, que des figures qui ne sont pas politiques, mais on va dire plus du star system, s'impliquent en politique? C'est très, très courant. En fait, on peut voir, il y a énormément d'athlètes, énormément de lutteurs professionnels, de vedettes, d'acteurs. Je pense qu'il y a même une Olympienne qui est en train de participer aux Olympiques puis qui a été élue en politique au Japon. Le système de candidature au Japon favorise vraiment à ce que les gens puissent participer, que les gens connus puissent être facilement élus. Étant donné que les Japonais sont pas très politisés à la base, disons, dans leur conscience, dans leur conception, disons. Et dans le fond, oui, Inoki en 89 va être élu assez facilement. Son parti qui semble très particulier. En fait, l'idéologie du parti, ça vise à incorporer l'esprit sportif dans la politique et de réaliser la paix via la santé des gens. Et comme je dis, c'est un parti qui est assez particulier, mais qui va quand même réussir à élire une dizaine de personnes environ. Et dans ces faits marquants de sa carrière politique, Inoki va se rendre en Irak, tout comme, par exemple, Muhammad Ali, en 1990, dans une mission diplomatique non officielle, donc pas cautionnée par le gouvernement japonais, pour négocier à lui tout seul la libération de plusieurs otages japonais. Donc, pour vraiment recontextualiser, on est en pleine guerre du Golfe. Exactement. On a un député japonais qui, contre son gouvernement, va en Irak, sur un terrain de guerre, pour négocier des libérations d'otages. Exactement. Puis il va réussir à rencontrer Saddam Hussein, et sa proposition à Saddam Hussein, c'est de dire que si on libère les otages, je vais organiser un événement de lutte en Irak pour célébrer les liens entre le Japon et l'Irak. Et ça aura quand même marché. Sur les 41 otages japonais, il y en a 36 qui vont être libérés. Là, il y a certaines sources qui disent que peut-être que c'était grâce à Inoki, peut-être que c'était juste grâce à la machine gouvernementale japonaise. C'est, disons, un peu flou. Mais à cet effet, Inoki va honorer sa promesse et il va organiser un événement de lutte à Bagdad. Et par le fait même aussi, c'est pendant son voyage en islam en Irak qu'il va se convertir à l'islam et qu'il va devenir musulman. Et il va changer son nom pour Muhammad Hussein Inoki. Et pour l'anecdote, c'est juste 22 ans plus tard qu'il va dévoiler au public japonais qu'il a changé, qu'il est devenu musulman. Mais pour organiser des événements de lutte, ça semblait être sa politique idéale. Et en 95, il va récidiver. Pour apaiser les tensions à la Corée du Nord, il va organiser l'événement de lutte Collision in Korea. Étalé sur 2 journées, l'événement va rassembler entre 150 et 190 000 spectateurs, ce qui est encore le plus grand événement de lutte
encore aujourd'hui. Pour les Nord-Coréens, c'était vraiment la première fois qu'ils pouvaient voir la lutte. Et pour l'anecdote, le main event, c'était Inoki contre la légende de la lutte américaine, Ric Flair. C'est les seules fois que les deux se sont battus. Et j'ai une question du coup. Est-ce qu'il a un lien particulier avec la Corée du Nord ou... En fait, quelques liens que j'ai lus, c'était que son mentor, Rikito Zan, était nord-coréen. Pour faire une petite histoire, il y a beaucoup de Coréens, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été exportés, pas exportés, je veux dire, qui ont été immigrés, qui ont été déportés au Japon. Et Rikito Zan faisait partie d'une province qui allait devenir une province nord-coréenne. Et on pense que l'obsession d'Inoki envers la Corée du Nord, parce que c'est pas juste la première fois qu'il va faire un show là-bas, il va faire plusieurs shows durant les prochaines années, vient un peu pour vouloir honorer la mémoire de son maître. Et comme je le dis, Inoki va pas s'arrêter là. Sa première carrière politique va s'arrêter en 95 parce qu'on va découvrir qu'il y aura beaucoup de connexions avec les Yakuza. C'est quelque chose que je parle pas vraiment dans sa chronique, mais Inoki a beaucoup d'amis chez les Yakuza, disons. Il va retourner en politique en 2013. Il va se présenter pour le Parti conservateur, l'Association pour la restauration du Japon. Et jusqu'à sa retraite en 2019, Inoki va vraiment être caractérisé par ses liens avec la Corée du Nord. En quelques années, il va visiter le pays environ une 30aine de fois, dans des voyages qui ne vont jamais être approuvés par le gouvernement. Et en fait, Inoki, outre ses liens avec Rikito Zan, va être persuadé que la paix entre le Japon et la Corée du Nord est possible. Et pour ce faire, j'ai mentionné, mais il va encore organiser des événements là-bas. Je pense que le dernier qu'il a fait est en 2014, par exemple, avec une autre de ses compagnies, qui est basée en Chine. Et ces voyages font naturellement beaucoup de controverses, mais Inoki a toujours été un homme résolu et dans ses idées qui ne se déterrait pas facilement. Donc, Inoki est encore en vie aujourd'hui. Il a 77 ans. Il a beaucoup de problèmes de santé, donc il s'est vraiment largement retiré de la vie publique. On peut dire facilement que c'est un personnage qui est quand même très particulier, mais on peut dire qu'il a réellement marqué l'imaginaire du Japon. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que en lisant et en regardant des dessins animés japonais et des bandes dessinées, des mangas, il y a beaucoup de personnages qui ont l'air de ressembler à Inoki en fait. Je peux vraiment vous dire, s'il y a des mangas d'arts martiaux, de lutte professionnelle, de combat, c'est assuré qu'il y aura au moins une référence à Antonio Inoki. S'il n'y aura pas des personnages, des parodies de lui, c'est évident qu'il sera là. C'est vraiment une superstar du combat japonais. Ça reste une icône en fait de la culture populaire japonaise et même de la culture japonaise en général par sa stature politique. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y avait une référence à Inoki dans Naruto? Probablement, je sais pas, je m'en rappelle pas particulièrement. Moi, j'ai pas vu de personnes avec un gros menton dans Naruto, mais j'imagine que oui. En tout cas, je te remercie Julien pour cette chronique. Merci Elliot. Et on va partir en musique avec Charles. Charles, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose d'écouter The Jungle du groupe Plants and Animals.
Et retour à Histoire de passer le temps. Maintenant, c'est Chloé Pointreau-Raymond qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Chloé. Bonjour. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Je vous parle de travail du sexe durant la Deuxième Guerre mondiale et plus précisément là, toute la légifération qu'il y a eu au niveau de comment que les autorités militaires britanniques et américaines ont dealé, je pourrais dire de même, avec les maisons closes françaises lors de la libération en France. Et plus précisément, là, je vais vous parler en fait des différentes raisons là, qui ont été mises de l'avant par les autorités pour un peu justifier leurs pratiques permissives, parce qu'à la même époque, là, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, c'est illégal en fait le travail du sexe. Donc, pourtant, on va permettre aux soldats américains et britanniques d'être clients en fait de ces maisons closes, là, françaises. Et si vous connaissez un peu les maisons closes françaises, en fait, c'est tout simplement dire que le travail du sexe est légal à ce moment-là. Donc, les travailleurs du sexe vont travailler dans des genres de bordels qui vont être en partie légiférés. Donc, on va les inscrire, les travailleuses, à des registres. Elles vont également subir des examens médicaux de manière récurrente, là, qui va arriver assez souvent, mais c'est pas criminalisé. Donc, les clients, les travailleuses, les relations qui se passent sont légales. Et ça, jusqu'en 1946, à partir du moment où est-ce qu'on va criminaliser la prostitution en France. Donc, en gros, avant la guerre et pendant la guerre, le stigmate, on va dire, sur la prostitution est plus social que légal. Oui, exactement. Donc, on est encore dans la légalité. Il y avait déjà eu des débats avant pour changer cela. Je ne sais pas si ce qui a eu lieu avec les Américains, avec les Britanniques durant la guerre a accéléré peut-être la volonté de criminaliser tout ça, c'est possible. Mais ça va changer en 1946. Durant l'occupation de la France par l'Allemagne, les Allemands vont reprendre en fait le système de maisons closes. Donc, ils vont pas amener eux-mêmes leur propre bordel, leur propre travailleurs du sexe, mais plutôt reprendre les maisons closes françaises et eux-mêmes le contrôler, donc au niveau des mesures hygiéniques et policières. Ça va vraiment être orienté vers un contrôle des femmes. Donc, c'est surtout plutôt que de contrôler les soldats qui vont être clients, on va vraiment persécuter les femmes françaises qui travaillent là. Et c'est en fait un peu la vision qui va rester en fait de l'occupation allemande au niveau du travail du sexe, c'est que c'était tant bien organisé, tu sais qu'on voyait rien dans les rues, tout allait bien, mais au niveau là, des travailleurs du sexe, c'est pas nécessairement super le fun pour elles avec toutes les persécutions qu'elles ont vécues là, de la part des médecins et des autorités allemandes. Ouais, en fait, ça pour le tout venant, ça a l'air de très bien se passer. Oui, ça avait l'air beau, organisé, propre de loin, mais une augmentation de la coercition sur les femmes et le corps des femmes à cette occasion. Exactement. Et là, lorsqu'on a la libération, donc les Américains et les Britanniques vont arriver en France. Dans les deux cas, on l'a dit, la prostitution était illégale à la maison et ni la population britannique ni la population américaine veut, en fait, moralement, ils sont contre le fait que leurs soldats à l'étranger aient des relations sexuelles transactionnelles avec les travailleuses du sexe françaises ou peu importe où est-ce qu'ils sont. Donc, on veut quand même garder ça à l'abri des médias. Donc, on veut pas que ça se rende ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. Donc, on va pas prendre le contrôle, comme les Allemands l'ont fait, du système de maisons closes français, mais on va plutôt s'ingérer à quelques petits endroits tout en laissant les autorités françaises gérer la chose, ce qui va être très, très difficile pour les autorités françaises parce qu'il y a énormément de soldats américains qui sont là. Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait déborder, en fait, le système de maisons closes. Donc, on se retrouve également avec des travailleurs du sexe qui vont travailler en dehors de ces maisons closes-là. Donc, ils vont être vulnérables parce qu'ils ne sont pas dans le système. Et les autorités françaises vont avoir beaucoup, beaucoup de misère à contrôler tout ça. Alors que les Américains, eux autres, sont comme, on s'en lave les mains, c'est pas nous qui s'en occupe. On permet à nos soldats d'y aller, mais on veut pas comme se lancer et s'en occuper. Ce qu'ils vont faire, par contre, c'est diviser les maisons closes. Donc, on va avoir des maisons closes qui vont être réservées aux officiers et des maisons closes qui vont également être réservées aux soldats blancs et d'autres vont être réservées aux soldats noirs. Donc, ce qu'on a, c'est vraiment une rhétorique permissive, que je dirais, plutôt là, qu'une mise en place légale, organisée par les Britanniques et les Américains. Et si on se penche là un peu sur en fait, les raisons qui peuvent expliquer cette permission-là qu'on donne aux soldats, malgré le fait que ce soit aussi mal vu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, en fait, j'ai fait ressortir 3 grandes raisons. Des raisons qui seraient hygiéniques,
des raisons qui seraient morales, et je mets des gros guillemets là, autour de morale. Là. On parle vraiment de la morale de l'époque et pas ce qu'on peut penser aujourd'hui. Et enfin, il y a des raisons qui sont, on dirait, militaires. Donc, pour ce qui est des raisons hygiéniques, ça peut sembler assez quand même évident, en fait. Là. Donc, on a une volonté de diminuer les cas d'infections transmissibles sexuellement, ce qui va, entre autres, avoir fonctionné assez bien avec les Allemands lorsqu'ils étaient en France, avec les maisons closes. Et ce qui n'est pas le cas des autres alliés, là, surtout les Américains, là, 1944, donc quelques mois après la campagne d'Italie et avec le débarquement de Normandie, c'est 6 fois plus de soldats là, qui sont infectés que l'année précédente de diverses maladies transmises sexuellement, là, entre autres des gros problèmes avec la syphilis à l'époque. Et on a cette idée que si on oriente les soldats vers des relations sexuelles avec des femmes qui sont donc, tu es capable de contrôler la santé sexuelle, bien, on va être capable de diminuer les cas de transmission, que ce soit vers la population et vers les soldats. Et on a vraiment cette vision-là que c'est les femmes qui sont l'agent propagateur et ce sont donc elles qui vont subir les examens médicaux plus fréquents, alors que au niveau là, des Américains, on parle de 2 fois par année, et Britanniques, les soldats ne sont examinés qu'une seule fois par année. Parce que, bon, c'est eux qui bougent et qui sont techniquement donc des vecteurs de transmission beaucoup plus évidents, mais dans la, on va dire, culture de l'époque, dans les schémas intellectuels, ça ne viendrait pas à l'idée de les contrôler plus souvent. Exactement. Donc, c'est vraiment les femmes qu'on va pointer du doigt, les hommes vont être, les soldats vont être vus comme des sortes de proies, à l'exception, en fait, des soldats noirs, qui, eux, vont être, comme les femmes, vus comme des agents propagateurs des maladies, là. Ça rentre dans le racisme de l'époque de l'armée là, américaine, malheureusement. Si on passe à la deuxième raison que je remets mes guillemets, j'ai appelé morale. Donc, on a une tentative de contrôler, de réguler les relations qu'ont les soldats américains et britanniques. Donc, on veut choisir avec qui ils ont des relations sexuelles. Donc, on a cette idée-là là, que... En fait, on veut éviter qu'ils aient des relations amoureuses, sexuelles avec les populations libérées, mais surtout occupées. Donc, si on pense, par exemple, à l'Allemagne, lorsqu'ils vont occuper l'Allemagne, les soldats américains vont souvent être envoyés en permission à Paris et les Britanniques à Bruxelles. Et on préfère, en fait, qu'ils aient en permission avoir des relations sexuelles transactionnelles avec dans les maisons closes, plutôt qu'ils entretiennent des relations amoureuses avec des femmes allemandes là, qui pourraient mener à des mariages, qui pourraient mener à ce qu'elles soient amenées ensuite aux États-Unis. Là, on veut vraiment éviter ça. On veut également éviter là, les tensions avec les populations locales, entre autres les hommes allemands qui ont pas du tout apprécié là, les relations consentantes qui ont eu lieu entre les Américains et les femmes allemandes. Donc récupérer les scientifiques nazis pour faire diffuser, oui. Épouser une femme allemande et la ramener aux États-Unis. On préfère pas. Donc, il va y avoir un peu la vision là, que les femmes allemandes, en fait, elles sont pas véritablement amoureuses des soldats britanniques ou américains. Elles font juste profiter. En fait, elles vont juste se sortir de la situation. Là, puis là, la population allemande est vue également à l'époque là, comme ils l'ont cherché. Donc, on veut absolument pas là qu'ils profitent en fait de ces soldats-là. Voilà, on veut pas entre guillemets être gentil avec celles et ceux qui ont perdu, parce que entre guillemets, ils l'ont bien mérité. C'est la vision qu'il y a à l'époque, surtout les premiers mois de l'occupation. Ça va changer assez vite, donc la fraternisation va devenir possible assez rapidement, là, mais c'est la vision qu'on a effectivement au début. On veut également réguler dans le sens qu'on a l'idée que en rendant, et là je mets encore une fois de gros guillemets, mais les femmes disponibles par le biais du travail du sexe, on va réduire les cas de violence sexuelle. Donc, c'est vraiment la vision là, à l'époque que les cas de violence sexuelle en temps de guerre sont causés parce que les soldats sont en manque de sexe. Donc, c'est une vision là, qui a vraiment changé. Là, aujourd'hui, la violence sexuelle n'est plus vue de cette manière-là. Ce qu'on on considère la violence sexuelle comme un acte avant tout violent et qui prend un caractère sexuel plutôt que un acte sexuel qui était tellement voulu là, qu'on a dû procéder par la violence. Donc c'est la vision qu'on a à l'époque. Donc on se dit, si on leur permet d'avoir des relations sexuelles dans des maisons closes, ben ils se tourneront pas vers la violence et on va à ce moment-là entretenir de meilleures relations avec les Français, avec les Allemands, parce que leurs femmes vont être en sécurité face à nos soldats. Autre raison qu'on dit
morale, avec mes guillemets de nouveau. On se dit également que si les soldats américains et britanniques vont vers des relations transactionnelles pour la sexualité, eh bien, ils ne se retourneront pas à avoir des relations sexuelles entre eux. Donc, on est vraiment là, terrifiés à l'idée là, qu'il y a des cas d'homosexualité dans l'armée qui seraient, à leur avis, causés par de nouveau un manque d'accès à la sexualité. Et il faut comprendre là, qu'à l'époque, l'homosexualité, elle est criminalisée, autant dans l'armée britannique qu'américaine, et c'est les actes sexuels, donc la sodomie, qui va être criminalisée à ce moment-là. Et même, on va voir des cas également là, au niveau britannique, que ce serait même la relation amoureuse qui serait criminalisée. Là, j'ai vu un cas là, dans les archives où un officier avait envoyé une lettre d'amour à un autre homme et il s'est retrouvé en cour martiale. Est-ce que ça s'est été reconnu coupable ou non? Ça, j'ai pas les résultats, mais on a quand même... on considérait que c'était un comportement qui ne correspondait pas à celui d'un officier et celui d'un gentleman. Voilà, donc en gros, le verdict n'est même pas important, c'est le fait que ça a été déclaré comme relevant de la cour martiale qui est important. Exactement. Ici. Donc est-ce que finalement ils sont pas déclarés coupables? Ce serait intéressant de le savoir. Donc est-ce que finalement l'armée fait comme ben là finalement on punira pas pour ça? Ça serait intéressant de le savoir, mais ça reste que il y a un jugement qui est porté sur les hommes qui auraient des relations amoureuses là, ça. Et troisième raison que j'avais mis de l'avant, ce sont les raisons militaires. Donc on a une peur des transmissions d'informations par les soldats vers la population civile. Donc, on a cette idée là, que les femmes... Ça vise encore souvent les femmes des populations qui étaient ennemies auparavant, donc les populations occupées. Donc, on a peur que les femmes allemandes, par exemple, elles vont aller voir les soldats américains, britanniques. C'est seulement dans l'idée d'avoir une relation amoureuse sexuelle avec eux pour retirer de l'information, pour ensuite là, la transmettre à des autorités quelconques. Donc, on se dit, bon, si on les oriente vers des relations sexuelles avec des travailleuses du sexe qu'on contrôle en partie, donc on le sait, elles sont où, elles sont inscrites à un registre, bon, on est peut-être plus capable d'éviter là, qu'il y ait des sorties d'informations qui circulent dans la population. Et autre raison militaire qu'on a, ben on a cette vision-là que les soldats qui ont des relations sexuelles vont être plus performants, plus productifs, vont être de meilleurs soldats, en fait, vont être plus efficaces dans l'avancée militaire, par exemple. Donc, on va se dire que la vigueur masculine est vraiment augmentée par les relations sexuelles. Donc, on les envoie aux maisons closes avant pour qu'ils soient efficaces, là. Et il faut comprendre que c'est les différentes raisons que je montre ne sont pas partagées par tous les officiers. Il y en a qui vont partager certaines, d'autres qui vont avoir d'autres visions. Mais il y a également là, cette idée là, que ce serait positif au niveau de la performance que les soldats aient des relations sexuelles. Et que ce soit là, pour motiver une avancée, mais également leur dire, ben quand vous allez revenir, vous allez pouvoir aller en permission à Paris, à Bruxelles, là, comme je l'ai dit, qui vont devenir... des espèces de capitales de la prostitution à l'époque là, qui vont être très mal vus par les populations locales, mais qui vont devenir vraiment connus par les soldats pour la possibilité d'avoir des relations avec les travailleuses du sexe. Ça va en fait d'une certaine manière se figer dans l'imaginaire populaire des soldats. Oui. De Paris, Bruxelles sont des villes où on peut avoir un comportement plus libéré, par exemple, qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre. Oui, tout à fait. Puis en fait, même à Paris, les Parisiens vont vraiment être tannés parce que les maisons closes sont surfréquentées et certains dans les cas, il va y avoir des relations sexuelles qui ont lieu en dehors des maisons closes, donc en pleine rue. Donc les enfants qui vont marcher dans la rue, qui vont voir ça, les soldats qui sont en état d'ébriété. Donc ça va vraiment choquer la population française, surtout dans les grandes villes. C'est là que les soldats vont en permission. Et déjà, même avant que les soldats arrivent avec le débarquement, ils avaient déjà une vision, en fait, des Françaises, des Européennes, mais surtout des Françaises, comme étant plus ouvertes sexuellement. Donc, ils avaient déjà cette idée-là qu'il y avait peut-être une certaine débauche là, quand ils arrivaient là-bas. Et d'où venait cette idée? On sait? Entre autres, par les vétérans de la Première Guerre mondiale. Donc, eux, leur expérience qu'ils ont eue apparemment, donc ce serait qu'ils ont raconté après, c'est avoir eu plus facilement des relations sexuelles avec les femmes françaises que les femmes américaines. Les contextes de guerre font souvent en sorte que les gens vont plus facilement vers des relations
qui sont extramaritales ou qui sont en dehors du cadre du mariage versus en temps de paix, où est-ce qu'on est plus orienté vers le long terme. Puis il faut se rappeler aussi que Première Guerre mondiale, c'était une boucherie pour la tranche d'âge des soldats en Europe, et donc forcément quand les Américains arrivent, il y a beaucoup d'endroits où quasiment tous les hommes du village sont morts. Oui, puis il y a aussi en fait l'idée qu'on peut peut-être mourir, donc qui est beaucoup plus proche en fait que lorsqu'on est en temps de paix, on a plus de chances de mourir, donc on se dit ben là je vais faire mes expériences maintenant, et c'est un peu la même chose en fait pour les femmes françaises ou européennes qui vont être plus ouvertes en fait d'avoir des relations dans ce temps-là, ce qui peut être vrai pour certaines femmes et pas vrai pour d'autres, mais ça reste que la vision va rester là, que les soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui ont cette idée-là que les femmes françaises là, vont être super ouvertes, super accueillantes. Mais même plus que ça aussi, là, les contextes de guerre, il me semble, ils entraînent aussi un contexte où est-ce qu'il y a plus de viols, là, j'imagine, ou genre plus de... On raconte des viols comme si c'était des expériences sexuelles, mais finalement, c'est vraiment une relation de pouvoir de l'arrivant sur les populations arrivées, puis on part... en tout cas, c'est beaucoup plus... permissif, là, il me semble. C'est complètement... Oui, en fait, ce qui arrive en temps de guerre, c'est que déjà en temps de paix, la frontière entre ce qui est une relation consentante, relation de prostitution ou violence sexuelle, et il y a certains flous, des fois dans certaines relations que c'est pas clair, mais en temps de guerre, ça devient encore plus flou parce que on se retrouve avec des grosses relations de pouvoir, notamment au niveau le soldat, population occupée, soldat, population libérée, mais également beaucoup de femmes qui se retrouvent en situation de survie. Donc, ce qu'on va penser qui est une relation consentante, finalement, c'est peut-être pas vraiment ça. Et c'est une des raisons, en fait, pour laquelle je vous ai parlé vraiment aujourd'hui de la France. Non pas parce que tout ce qui était du travail du sexe était tout consentant. Il y a clairement eu des cas qui étaient de violences sexuelles, mais si on regarde, par contre, au niveau là du front de l'Est, en Pologne, si on regarde au niveau des femmes de confort en Asie ou des bordels concentrationnaires, on parle même pas de travail du sexe, là. C'est vraiment de l'esclavage sexuel et qui rentre dans la violence sexuelle donc, des fois, on va traiter quelque chose comme de la prostitution alors que ça n'en est pas du tout là, en temps de guerre. Mais tu sais, cette image-là que tu décris là, de Paris, ville de la prostitution, là, j'imagine qu'au final, ça l'a peut-être un peu backfire sur l'idée des officiers, là, comme quoi les maisons allaient permettre moins de violence sexuelle parce que là, les gens arrivent à Paris puis ils s'imaginent, du moins ils ont comme un imaginaire où est-ce qu'il y a beaucoup plus de liberté possible, là. En tout cas, c'est possible de pour avoir vu ça. En fait des procès en fait pour viol causés par les Américains en France, il y en a énormément là qui vont donner l'excuse mais je l'ai payé après, ce qui est pas nécessairement vrai, puis en fait il y en a qui vont donner des cigarettes en disant ben là j'ai commis une violence sexuelle mais c'est pas grave, je donne des cigarettes, ça fonctionne, et on le retrouve vraiment souvent dans ces cas-là. Donc oui, il y a une augmentation beaucoup de la violence sexuelle et qui va être on essaie de faire passer ça pour autre chose en fait. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour cette chronique. Et du coup, Charles, la musique. Ouais, on s'en va écouter Ex Machina du groupe Das Mortal.
Et de retour à Histoire de passer le temps pour notre dernière chronique avec Rosalie Racine. Bonjour Rosalie. Bonjour Elliot. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'insurrection de Varsovie. Qui a eu lieu là, à partir du 1er août 1944. Donc, c'est l'armée de l'intérieur polonaise qui va amorcer l'insurrection de Varsovie afin de libérer la ville de l'occupation allemande et de revendiquer l'indépendance des Polonais. L'élan pour cette insurrection-là, ça a été principalement le retrait constant des troupes allemandes face à l'arrivée imminente de l'armée soviétique. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, par exemple, je vais prendre le temps de remettre un peu l'événement dans son contexte. Je pense que ça vaut la peine. Donc, au moment du soulèvement en 1944, ça faisait 5 ans que des parties de la Pologne avaient été annexées à l'Allemagne et que d'autres étaient occupées par les nazis. L'armée de l'intérieur polonaise, elle, avait été créée en février 1942, donc très rapidement quand même, là, après le début de la guerre. Et dès ses premiers moments, elle avait planifié un soulèvement national contre les forces allemandes. Au départ, les plans créés par le gouvernement polonais en exil à Londres prenaient pour acquis que l'invasion alliée de l'Europe allait forcer l'armée allemande à retirer ses troupes du front de l'Est pour qu'elle puisse protéger le Reich à l'Ouest. Donc, l'armée de l'intérieur devait agir afin de prévenir le transfert des troupes pour permettre aux forces américaines et britanniques de prendre possession de l'Allemagne en coupant les canaux de communication avec la majorité de l'armée allemande qui se trouvait, elle, sur le front soviétique. Pourtant, en 1943, ça devient rapidement évident que l'invasion alliée de l'Europe allait pas avoir lieu à temps pour les Polonais et que l'armée soviétique allait probablement atteindre la frontière polonaise avant que l'invasion alliée ne commence. Donc, en février 1943, le général Stefan Rowecki, vous m'excuserez mon polonais, là, c'est un peu rudimentaire. Donc, le général va modifier le plan et va organiser 3 phases au soulèvement national. La première phase était à l'est, donc devant l'armée soviétique qui avançait. La deuxième concernait plutôt le centre de la Pologne et la troisième devait instiguer vraiment des soulèvements à travers tout le pays. Et c'est quoi un peu le passif, on va dire, entre les Russes /soviétiques et les Polonais à cette époque? Ouais, les Soviétiques et les Polonais avaient d'abord un ennemi commun, l'Allemagne nazie, mais ils avaient des objectifs qui étaient très différents aussi. Donc, l'armée de l'intérieur, en fait, soutenait le gouvernement polonais en exil à Londres et souhaitait voir se construire une Pologne qui était pro-Occident et donc capitaliste, alors que Staline, lui, l'URSS, voulait établir une Pologne qui était socialiste en faveur de l'Union soviétique. Ça devient clair à ce moment-là pour les Polonais que l'URSS ne venait pas en Pologne en tant qu'allié, mais plutôt en tant qu'allié d'alliés. Donc, on est plus du côté des Américains et des Britanniques. C'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Exactement, ça ressemble un peu à ça. Les relations diplomatiques entre la Pologne et l'URSS sont finalement brisées à la fin du mois d'avril 1943, lorsque les Allemands vont révéler aux Polonais le massacre de Katyn, qui a été commis par le NKVD, donc la police secrète soviétique. Rapidement, le massacre de Katyn, c'est une série d'exécutions de masse qui ont eu lieu en 1940 et qui ont fait environ 22 000 victimes, que ce soit des officiers militaires polonais ou des membres de l'intelligentsia polonaise. En octobre 1943, le gouvernement polonais en exil a donné l'ordre de rester dans la clandestinité à l'armée de l'intérieur si les relations diplomatiques avec l'URSS n'étaient pas rétablies avant que l'armée soviétique n'entre en Pologne. Mais le commandant de l'armée de l'intérieur, Komorowski, a pris une approche différente et le 20 novembre, il va mettre en place son propre plan qu'il a nommé Opération Tempête. Avec ce plan-là, à l'approche de l'armée soviétique, les unités locales de l'armée de l'intérieur devaient attaquer l'armée allemande à l'arrière et collaborer autant que possible avec l'armée soviétique qui entrait sur leur territoire. Par contre, le 13 juillet 1944, alors que les troupes soviétiques traversent la frontière polonaise, la situation est quand même beaucoup plus grave que ce qu'elle était en novembre 1943. En 1944, donc, l'armée de l'intérieur doit décider si elle lance le soulèvement quand même et risque de perdre le support soviétique ou si elle se replie et doit éventuellement faire face à la propagande soviétique qui l'aurait décrite comme des collaborateurs au régime nazi. On craint à ce moment-là que si la Pologne devait être libérée par l'armée rouge, les Alliés allaient ignorer le gouvernement polonais en exil, qui était celui, en fait, qui était reconnu internationalement déjà.
La situation devenait vraiment de plus en plus urgente parce qu'après la coopération réussie quand même entre les Soviétiques et les Polonais pendant les premières opérations, la sécurité soviétique qui assurait l'arrière de l'armée rouge avait tiré ou arrêté des officiers polonais et conscrit de force les soldats de rang inférieur dans des troupes qui étaient contrôlées par les Soviétiques. La décision de concrétiser l'insurrection de Varsovie va se prendre le 21 juillet, donc seulement quelques jours avant l'événement. Le haut commandant de l'armée de l'intérieur annonce que le plan devait être à la fois une manifestation politique de la souveraineté polonaise et une opération directe contre les Allemands. Les plans allemands, eux, en 1944, exigeaient que Varsovie serve de genre de fort de défense là, au cœur de la région. Pour ça, il avait déjà construit plusieurs fortifications dans le secteur. Et à la fin du mois de juillet 1944, le gouverneur nazi de la région avait demandé à 100 000 Polonais de se présenter au travail en prévision d'un projet qui comptait utiliser la population locale pour construire des fortifications autour de la ville. Mais les Polonais n'ont pas répondu à cet appel-là et l'armée de l'intérieur va s'inquiéter que les Allemands ne se vengent d'une quelconque façon sur la population locale. En même temps, les forces soviétiques continuent de s'approcher de Varsovie et eux vont aussi lancer des appels à la population polonaise pour qu'ils rejoignent un peu leur rang contre les Allemands. Le 31 juillet, les leaders politiques et militaires de la résistance polonaise vont recevoir des informations erronées, c'est-à-dire qu'on leur dit que les troupes soviétiques sont entrées dans Praga, qui est un arrondissement là, de Varsovie. Donc, les leaders ont assumé que l'apogée du combat URSS-Allemagne pour Varsovie allait être imminent et que ça représentait une bonne opportunité pour les Polonais de prendre possession de la ville avant que les Soviétiques n'entrent dans la capitale. Le 31 juillet, donc, les commandants polonais vont ordonner une mobilisation complète à 17h pour le lendemain. Donc, le 1er août 1944, à 17h, ce sont environ 45 000 membres de l'armée de l'intérieur et 2500 soldats de mouvements de résistance autres en Pologne qui ont amorcé l'insurrection contre les Allemands. Mais vu qu'ils partent sur des informations erronées, du coup, quelles sont, sans l'appui soviétique, leurs chances par rapport à tout ça? Matériellement, ça a l'air très faible. Donc, il y a environ un quart des résistants qui avaient accès à des armes, malgré que les combats aient lieu contre 25 000 Allemands, tout armés, qui avaient aussi le soutien des forces de l'air. Donc, matériellement, c'est pas très égal, on va dire, comme bataille. Toutefois, les Polonais ont quand même réussi à prendre le contrôle de plusieurs arrondissements clés de Varsovie, donc on pense au centre-ville et à la vieille ville. Et 3 jours plus tard, la majorité de la ville est entre les mains des Polonais quand même. Donc ça va relativement bien au début pour eux, même s'il y a certains points stratégiques qui vont demeurer sous l'autorité des Allemands. C'est important de noter aussi que l'insurrection de Varsovie, au départ, ça devait durer seulement quelques jours, donc le temps que les Soviétiques arrivent, mais c'est pas ça qui va arriver. En fait, en arrivant à Praga, l'armée soviétique va rester inactive. En plus de ça, elle va refuser que les alliés occidentaux, donc les Américains et les Britanniques, utilisent ces bases aériennes pour approvisionner les résistants polonais, que ce soit en matériel ou en ressources, en denrées, etc. Donc on peut subodorer que les Soviétiques ont des plans pour la population polonaise après la guerre et que ça n'implique pas qu'elle soit armée. Non, exactement. Là, il y a un petit tour de passe-passe, mais je vais revenir un peu là-dessus dans quelques instants. Donc, au cours du mois d'août, la résistance polonaise va également été capable de prendre possession des ruines du ghetto de Varsovie, où avaient été emmurés là, des milliers de Juifs polonais, et va même libérer 350 Juifs d'un camp de concentration local. Ces Juifs-là qui vont se joindre au rang là, de l'armée de l'intérieur aussi. À la fin du mois d'août, par contre, la vapeur commence à se renverser. Les Polonais vont prendre la décision de se retirer de la vieille ville, et les gens qui n'auront pas été capables de s'évader vont soit être tués, soit transportés dans des camps de concentration. Vers la fin du mois de septembre 1944, les Allemands avaient repris le contrôle de presque toute Varsovie et avaient systématiquement détruit la majorité de la ville aussi. Depuis le début de l'insurrection, les Allemands avaient suivi les ordres de Heinrich Himmler, qui est un des hauts dirigeants du régime nazi, qui leur avait dit de détruire Varsovie et de se venger sur la population civile. L'action la plus violente contre des civils va avoir lieu entre le 5 et le 7 août 1944, alors qu'environ 40 000 hommes, femmes et enfants vont avoir été tués dans le quartier de Wola, à Varsovie toujours.
Au même moment, les Allemands ont aussi débuté les déportations des civils de la ville vers les camps de transit et éventuellement dans des camps de travaux forcés ou dans des camps de concentration. Le début de l'insurrection de Varsovie a également impliqué plusieurs centaines de Juifs qui s'étaient cachés à Varsovie. Le nombre de Juifs qui sont impliqués dans le soulèvement est encore incertain parce qu'il y en a beaucoup qui ont joint l'armée de l'intérieur sous des faux noms, sous des fausses identités. Donc, c'est difficile de savoir vraiment qui était juif et qui l'était pas. Mais pour plusieurs d'entre eux, l'insurrection a été un facteur important dans l'abandon de leur cachette pour joindre les combats contre les Allemands. L'accueil des Juifs dans l'armée de l'intérieur a toutefois été partagé. Il y a quelques-uns qui ont été exclus alors que d'autres ont été pleinement intégrés. Et il y a aussi plusieurs Juifs de l'organisation juive de combat qui, elle, avaient participé à l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1943, qui étaient encore présents dans la ville au moment où l'insurrection a débuté. L'organisation juive de combat a mis en place en fait une unité juive indépendante pour participer à l'insurrection aussi. Malheureusement, sans support allié, l'armée de l'intérieur est divisée en petites unités et était vraiment déconnectée les unes des autres, et les résistants polonais ont dû capituler le 2 octobre 1944. Mais ça a quand même duré au moins, 3-4 mois comme insurrection. Oui, c'est ça. À la place de quelques jours, on est passé quand même à un événement qui a pris 2 mois, mais les Polonais ont été capables de résister pendant tout ce temps-là. Donc, en permettant en fait aux Allemands de refouler l'insurrection de 1944, les Soviétiques avaient permis aussi l'élimination du corps militaire de l'organisation principale qui supportait le gouvernement polonais en exil, donc capitaliste. Et ce qui a fait en sorte que quand les Soviétiques ont occupé la Pologne, il n'y avait pas ou peu de résistance contre l'établissement d'une domination soviétique dans le pays et contre l'imposition d'un gouvernement provisoire qui a été pro-communiste. Malheureusement, la situation s'est pas tellement améliorée pour les insurgents polonais après la guerre non plus. Donc, quand les communistes ont pris le pouvoir en Pologne en 1945, les membres de l'armée de l'intérieur ont été accusés d'avoir collaboré avec les nazis. Les communistes ont aussi essayé d'effacer complètement l'insurrection de la mémoire collective. Donc, c'était interdit de commémorer l'événement. On ne pouvait pas construire de statue non plus en l'honneur des résistants. Et plusieurs vont être arrêtés et emprisonnés, même qu'on va les envoyer dans les mêmes cellules que les prisonniers de guerre allemands. Donc, c'est vraiment une situation qui n'était pas évidente pour eux. Les choses vont changer un peu dans les années 50, c'est-à-dire que l'adhésion à l'armée de l'intérieur, c'était plus une cause pour une persécution directe, mais c'est vraiment à partir des révolutions de 89 là, que l'insurrection de Varsovie va faire l'objet d'un intérêt qui est marqué par les historiens parce qu'on va avoir accès à plusieurs archives. Et aujourd'hui, le 1er août, en fait, c'est une journée de commémoration pour l'insurrection de Varsovie. À tous les ans, à 17h exactement, il y a des sirènes qui sonnent à Varsovie et dans d'autres villes polonaises en souvenir des événements de 1944. Eh ben, merci beaucoup, Rosalie, de nous rappeler cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale et du rôle qu'ont joué les différents participants et habitants de Varsovie. Oui, ça me fait plaisir. Voilà, je remercie toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui. À la mise en onde, c'était Charles Bénard. Merci. Voilà, je remercie bien sûr nos chroniqueuses et nos chroniqueurs de nous avoir encore une fois aidés à préparer cette émission. Si jamais vous avez aimé la chronique de Julien sur Antonio Inoki, je vous renvoie à notre émission spéciale sport du 31 janvier 2020, donc quasiment un an, où notamment Alexandre Blier a fait une chronique sur les gladiateurs. Si vous avez été plus intéressé par la chronique de Chloé et vous souhaitez un peu continuer à vous renseigner sur les différentes pratiques des travailleuses sexuelles à travers les âges, je vous conseillerais la chronique sur la prostitution dans le monde antique d'Isabelle Dufour du 17 mai 2019. Et enfin, si la chronique de Rosalie sur l'insurrection du ghetto de Varsovie vous a intéressé, je vous renvoie à la chronique de Julien Lehoux du 6 septembre 2019 sur les émeutes de Hong Kong. Si vous voulez nous retrouver, sur les différentes plateformes, je vous rappelle bien sûr Histoire de passer le temps en balado-diffusion sur vos plateformes habituelles, Apple, Spotify, sur choc.ca bien entendu. Nous avons aussi la chaîne YouTube si vous voulez nous suivre de plus près, et si vous voulez vous tenir au courant de la programmation de la semaine, je vous renvoie à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. etc. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous.